Ok. Mais je peux peut-être faire un tout petit point sur produit scalaire, produit vectoriel, parce que c'est effectivement, malgré tout, quelque chose qui est important. Ouais. En attendant, Élise, qui probablement connaît ça, un petit point sur le produit scalaire, le produit vectoriel. Donc, effectivement, on peut faire des opérations sur les vecteurs. Les nombres, on peut les additionner, les soustraire, les diviser, les multiplier. Okay. Les vecteurs, il y a une notion de longueur, mais aussi de direction. Donc on peut faire des opérations sur les longueurs. Alors, soit dit en passant, parce que j'ai employé le mot hier qui n'avait pas l'air de vous parler beaucoup, il y a la notion de norme d'un vecteur. Norme d'un vecteur, par définition, c'est justement la valeur numérique de ce vecteur indépendamment de sa direction. Et on le nomme en général, on le note souvent comme ça, la norme du vecteur. Donc pour un vecteur spatial, donc qui va de A à B, vous avez le vecteur AB, qu'on note comme ça, AB, et par définition, enfin, en pratique, la norme du vecteur AB, c'est la distance entre A et B. Donc c'est un nombre qui est toujours positif, c'est une distance. C'est un nombre qui ne vaut 0 que si le vecteur est nul, que si c'est le vecteur, on appelle le vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur, si on l'ajoute à n'importe quel autre vecteur, ça laisse le vecteur inchangé. Par exemple, le vecteur qui va de A à A, le vecteur AA a une norme nulle. Et puis ça vérifie une autre propriété qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Vous connaissez l'inégalité triangulaire? Peut-être. Enfin, si, vous la connaissez sans savoir que vous la connaissez. C'est une inégalité qui dit que la norme du vecteur AB est plus petite que la norme du vecteur AC plus la norme du vecteur CB. Alors, vous voyez que AC plus CB, ça fait le vecteur AB. Mais vous voyez que la distance entre A et B est plus courte que cette distance-là plus cette distance-là. Il y a juste un cas où c'est égal, enfin il y a plein de cas où c'est égaux, mais qui correspondent à une situation où c'est égal, c'est si C se trouve quelque part entre A et B. À ce moment-là, faire ça plus ça, c'est pareil que faire tout ça. Voilà, s'ils sont alignés, hein, donc on dit en général la ligne la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Mais sinon, si vous passez, si vous faites un intermédiaire ailleurs que sur la droite AB, évidemment, vous avez cette inégalité qui géométriquement est évidente. Mais en fait, cette propriété définit la norme. Si vous avez et par ailleurs, la norme du vecteur BA, c'est-à-dire le vecteur qui est dans l'autre sens, ben en fait, c'est la même que la norme du vecteur AB. Donc ça, en fait, ça permet de définir ces propriétés-là, qui sont que la norme d'un vecteur et la norme de moins le vecteur, c'est pareil. Par ailleurs, oui, un autre truc, c'est que la norme de x fois le vecteur, ben en fait, c'est x fois la norme du vecteur. Si vous prenez le vecteur, vous multipliez par 3, ben il est 3 fois plus long, sa norme, c'est 3 fois plus grand. Alors, sauf qu'en fait, si vous multipliez par moins 3, la norme elle est quand même 3 fois plus grande, puisque c'est dans l'autre sens, mais ça ne change pas la direction, on s'en fiche. Donc en fait, c'est égal à valeur absolue du nombre par lequel vous multipliez le vecteur fois la norme du vecteur. Donc c'est des propriétés évidentes géométriquement pour la norme d'un vecteur. Si vous dites la norme, en fait, c'est juste la longueur du vecteur pour un vecteur géométrique. Mais en fait, ces propriétés-là, que c'est symétrique, si vous inversez, qui est contenu là d'ailleurs, parce que si x vaut moins 1,
vous voyez que la valeur ça c'est la valeur absolue. Vous connaissez cette notation? Ah oui. Non? Ah, non. Ah, ok. Valeur absolue d'un nombre, c'est... Alors pour un nombre réel, c'est le nombre lui-même s'il est positif et c'est moins le nombre s'il est négatif. C'est-à-dire la valeur absolue de moins 2,5, c'est 2,5. C'est sa distance à 0 en quelque sorte. Bon, c'est juste... Dans le temps, on faisait ça à l'école primaire. Je pense, mais non, vous n'avez jamais vu ça? Oui, peut-être, c'est possible. Hein. Non, mais soit vous avez oublié, soit vous ne l'avez pas vu. Mais peu importe, enfin, c'est une notion très simple. Donc, en fait, cette propriété-là, plus celle-là, donc l'inégalité triangulaire, plus le fait que la norme vaut 0 seulement si c'est le vecteur nul, le vecteur qui n'a pas de longueur, en fait, on peut le dire comme ça, c'est un vecteur géométrique. En fait, ces trois propriétés permettent de définir ce qu'on appelle une norme de manière générale sur un espace vectoriel quel qu'il soit, c'est-à-dire sur un ensemble de vecteurs quelconque. Je fais cette précision ici parce qu'on parlera de... On réintroduira les espaces vectoriels quand on fera la physique quantique, parce que c'est absolument capital pour la physique quantique. Donc ces propriétés générales, qui sont évidentes quand il s'agit de vecteurs géométriques qui relient un point à un autre, qui traduisent simplement l'évidence géométrique sur les vecteurs, ces propriétés générales, en fait, peuvent être transposées dans n'importe quel espace de vecteurs, dont on verra un peu plus tard la définition. Et donc, mathématiquement, la définition d'une norme, c'est comme ça. C'est une opération qui, à un vecteur, attribue un nombre et qui vérifie ces propriétés-là. Voilà. OK. Alors, une fois que j'ai dit ça, l'idée, c'était de vous rappeler la notion de produit scalaire et de produit vectoriel. Donc, le produit scalaire entre deux vecteurs permet en quelque sorte de comparer deux vecteurs entre eux, en fait, de voir un peu ce qu'ils ont en commun. Vous prenez deux vecteurs donnés, celui-là et celui-là, par exemple, donc un premier vecteur V1 et un deuxième vecteur V2. Et en fait, le produit scalaire entre V1 et V2, qu'on note avec un point, V1 scalaire, et on prononce V1 scalaire V2, ça vous donne un nombre. Donc ça prend deux vecteurs et ça fabrique un nombre réel, ici. Ça pourrait être un nombre complexe dans un autre cadre, par exemple en physique quantique. Ça donne un nombre. Et alors, quel nombre c'est? Eh bien, c'est presque le produit des normes. Donc, c'est la norme de V1 fois la norme de V2. Donc, c'est-à-dire la longueur du premier fois la longueur du deuxième. Donc, si c'était un produit, si on faisait le produit des normes, c'est le produit des... Dites ? Des distances, oui, c'est ça. C'est le produit de la... Mais on ne prend en compte, en fait, que la partie de V1 qui est dans la même direction de V2. Que V2. C'est-à-dire qu'on multiplie cette longueur-là par, non pas cette longueur-là, mais la projection de cette longueur-là sur l'autre. Alors, pourquoi? Quel est l'intérêt? En fait, c'est ultra intéressant de faire ça, mais pour l'instant, je vous donne... Enfin, de définir ce produit-là, c'est ultra intéressant. Mais prenez-le pour l'instant comme une définition. Et donc, la longueur ici, si j'appelle θ ici l'angle entre les deux, est-ce que vous savez ce que vaut cette longueur-là par rapport à celle-là? Non, ça ne vous dit rien, ça. Vous aussi, j'espère. Vous, non, sans doute pas. En fait, c'est la définition du cosinus. La définition du cosinus d'un angle, c'est justement la partie, c'est le rapport entre la longueur projetée
sur un bord de l'angle à la chose que vous projetez dessus. Donc en fait, ça, par définition, c'est la norme de V1, donc c'est-à-dire cette longueur-là, d'accord, fois le cosinus de l'angle. Vous avez déjà entendu parler du cosinus? Ben, c'est ça. Et cette longueur-là, donc ça c'est la longueur de ce vecteur parallèlement à l'autre, et ça, en quelque sorte, c'est la longueur du vecteur orthogonalement à l'autre. Et quelle est cette longueur-là? Eh bien ça, c'est la définition du sinus. Et donc ça vaut la norme de V1 fois le sinus de l'angle, de cet angle-là. Et donc, enfin, par définition, vraiment, on appelle cosinus ça et on appelle sinus ça. Donc vous voyez, par exemple, si je trace le sinus en fonction de l'angle, le sinus de l'angle en fonction de son angle, donc on a dit que c'était la partie orthogonale. Donc si θ vaut 0, c'est-à-dire que si l'angle vaut 0, si vous verrez comme ça, la partie orthogonale, c'est 0. Donc le sinus de 0, ça fait 0. Vous le voyez. D'accord ? Si je prends un vecteur comme ça et un autre comme ça, c'est celui-là qui s'appelait V1, V1, V2, l'angle entre les deux, c'est 0, d'accord, justement. Et vous voyez que la partie orthogonale de V1, c'est-à-dire de combien V1 va dans la direction orthogonale à V2, bah, c'est 0. Donc le sinus, cette partie-là, fait 0. Et puis plus vous augmentez l'angle, plus vous augmentez la partie verticale. Puis à un moment, le maximum, c'est quand vous êtes là, à l'angle pi sur 2, 90 degrés. On va rappeler qu'il y a 2 pi au total en radian. Pi sur 2, disons 90 degrés. Quand vous arrivez à 90 degrés, vous avez l'ensemble de la longueur du vecteur est dans la direction orthogonale. Donc à ce moment-là, le sinus vaut 1. C'est le maximum qu'il peut valoir, c'est 1, si vous avez toute la longueur qui est orthogonale. En gros, ça vous donne, enfin, c'est pas en gros, c'est complètement, ça vous donne la fraction de la longueur du vecteur qui se trouve dans la direction orthogonale. Ça, c'est le sinus, par définition. Donc ce que vous voyez, c'est qu'à 0, ça vaut 0, puis ça augmente de plus en plus, jusqu'à 90 degrés où ça vaut 1, et puis après, ça rediminue. Quand l'angle continue à augmenter, la partie orthogonale est de plus en plus petite, jusqu'à valoir 0 à 180 degrés. Et puis après, quand ça continue en fait au-delà de 180 degrés, vous voyez que la partie orthogonale du vecteur, elle est négative maintenant. Elle est dans l'autre sens. Donc ça diminue jusqu'à moins 1. Alors à 270 degrés, ça fait moins 1. Puis après, ça revient à 0, à 360 degrés quand vous avez fait le tour. Puis une fois que vous avez fait le tour, vous pouvez continuer. Ça ne s'arrêtera jamais. Bah ça, donc je la retrace là parce qu'il me manquait des bouts. Ça fait ça, voilà. Si vous continuez l'angle et si vous... Voilà. C'est ça qu'on appelle une sinusoïde. C'est la fonction sinus. Donc quand vous entendez parler de sinusoïde, c'est vraiment ça. C'est la composante, la fraction de la longueur du vecteur qui est orthogonale à une direction donnée, quoi. Enfin, à celle par rapport à laquelle on repère l'angle. C'est pas arbitraire. C'est l'angle justement entre deux droites. C'est justement ça. Donc son sinus, c'est ça, et son cosinus, c'est la partie au contraire dans la direction de l'autre vecteur. Le cosinus de l'angle, c'est vous projetez celui-là là-dessus et vous regardez quelle fraction de la longueur se trouve là. Ok ? Et alors, faisons-le, comme ça on fait des maths. Si le vecteur est dans la direction, c'est-à-dire si l'angle vaut 0, comme ici, bah, du coup la fraction de la longueur du vecteur qui se trouve dans cette direction-là, bah, c'est 1. Il y a toute la longueur dans la direction de l'autre vecteur. Donc le cosinus, donc ici on a 0, on a dit qu'ici on a 90 degrés, ici on a 180 degrés,
Je les mets en degrés, c'est pas joli, mais je ne vais pas vous embêter avec des radians. C'est pas joli parce que c'est complètement arbitraire de dire 360, tandis que les pi, comme on a vu hier. Bon, bref. Donc, pour le cosinus, c'est au contraire, il y a toute la partie de l'angle qui est dans la... Enfin, toute la partie de la longueur qui est dans la direction. Donc, ça vaut 1 ici. Et puis, quand l'angle augmente, vous voyez que la projection du vecteur dans la direction de l'autre, là, elle est de plus en plus petite. De plus en plus petite, et en fait, elle vaut même 0 quand vous êtes orthogonal, parce que du coup, il n'y a plus de longueur dans la direction de l'autre vecteur, justement orthogonal. Donc, à 90, elle vaut 0, en fait. Puis après, ça vaut moins 1 quand vous êtes exactement de l'autre côté. Et puis après, ça fait ça, et puis ça fait ça, et puis ça fait ça. Et donc ça, c'est le cosinus. Et ça, c'est le sinus. Je vais mettre un U et un S. Voilà. Voilà, vous avez appris ce qu'était le sinus et le cosinus. C'est très simple. Hein. Donc c'est juste la partie orthogonale ou la partie longitudinale dans la direction. Sachant que si c'est dans l'autre sens, ça vaut moins 1. Enfin, donc il y a une orientation en plus. Mais bon, voilà. Donc c'est très simple. Et donc la définition du produit scalaire, en tout cas de manière effective, c'est le produit des normes, le produit des longueurs. Donc comme serait donc ce produit de vecteurs, c'est d'abord un produit de leur longueur, mais on ne prend en compte que la partie d'un vecteur dans la direction de l'autre. Donc il faut rajouter le cosinus de l'angle entre les deux. Donc c'est ça, de manière effective, la définition de ce produit scalaire. Vous faites le produit des longueurs des vecteurs, mais dans la même direction. Enfin, dans la direction de l'un ou de l'autre. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous regardez la fraction de ce vecteur de cette longueur dans la direction de l'autre, c'est pareil que si vous regardez la fraction de ce vecteur dans la direction de l'autre. C'est-à-dire que si vous projetez lui dans la direction de l'autre, cette longueur-là est dans le même rapport à celle-là que celle-là est à celle-là. Parce que c'est justement parce que c'est le cosinus. Et le cosinus, il est ce qu'il est. C'est le cosinus du même angle. Parce que c'est le même angle entre lui et lui qu'entre lui et lui. Enfin, il y a un signe près, mais... D'accord ? Donc, vous pouvez prendre ça comme une définition, mais gardez en tête que ce que ça veut dire, prendre le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est regarder quelle fraction de l'un il y a dans l'autre, en fait. Quelle proportion de l'un il y a dans la direction de l'autre. Ou de l'autre dans la direction de l'un, et c'est pareil. Parce que justement, la seule différence par rapport au produit juste de leur longueur, comme si c'était un produit de nombre, c'est justement ce cosinus. Voilà. Donc c'est ça, le produit scalaire. OK. On verra peut-être d'ailleurs aujourd'hui à quel point c'est pertinent cette chose-là, en particulier pour la physique. Alors il y a un autre produit, c'est celui qu'on a vu hier, le produit vectoriel. Il y a une autre façon de faire un produit à partir de deux vecteurs. À partir de deux nombres, ok, on sait faire un produit de nombres, on multiplie, d'accord. À partir de deux vecteurs, encore une fois, il y a à la fois une norme, une longueur et une direction. Donc, et comment on fait on pourrait dire on ne peut pas, mais on peut aussi définir des produits qui peuvent avoir un sens. Et voilà, donc là, le sens de ça, c'est que je regarde le produit des longueurs, mais l'un dans la direction de l'autre, ou l'autre dans la direction de l'un, c'est pareil. Le produit vectoriel, c'est je prends deux vecteurs et je fais un autre vecteur. Donc, je prends un vecteur et je fais un produit vectoriel qu'on note en général comme ça, wedge en anglais, mais on peut aussi le représenter par fois. Vous trouverez les deux. Ça dépend du contexte, mais peu importe. Donc le produit vectoriel, vous prenez deux vecteurs, et contrairement à là où vous prenez deux vecteurs, vous en faites un nombre, là vous prenez deux vecteurs, vous en faites encore un vecteur.
Et alors, ce qu'on a vu, c'est que la façon dont on l'a défini, c'est qu'on fait un vecteur qui est... Ça fait un vecteur qui est dans la direction orthogonale aux deux premiers. Alors, je vais le noter, comme ça, direction orthogonale. Je le note comme ça. Et, non. Je vais noter, je vais noter... Vous n'avez pas utilisé des x, des y et des z? Ah non. Non. Vous voulez dire pour faire... Non, pour dire, par exemple, Vx vectoriel Vy, et puis ensuite Dz sera orthogonal 2. Ah, oui, d'accord. Oui, je préfère être un tout petit... Enfin, l'avantage de ne pas faire ça, c'est que je fais une définition qui ne dépend pas d'un choix de coordonnées. Parce que si vous me dites x, y, z, vous avez en tête 3 axes déjà. Non? C'est ça? Et du coup, ça va dépendre du choix des axes. Après, il faut montrer que si on prend 2 axes, en fait, ça donne le même résultat. Alors que, vous voyez, cette définition-là, je n'ai pas besoin d'un repère. Je prends 2 vecteurs, leur longueur, elle est ce qu'elle est, et l'angle entre les deux, il est ce qu'il est. Donc ça, c'est défini sans référence à aucun système de référence, enfin, à aucun repère, à aucun système de coordonnées. Et là, je veux faire pareil ici. Et donc, je vais noter ça. Donc, c'est un vecteur. Donc, il a une direction, un sens et une longueur. Et je vais noter U orthogonal, le vecteur unitaire dans la direction orthogonale aux deux. Et je note main droite, parce que vous vous rappelez, on fait le premier, le deuxième, orthogonal. Et reste à savoir quelle est la longueur ici. Eh bien, la longueur, ça va être la longueur du premier fois la longueur du deuxième. Ça, c'est ce que je vous ai dit hier, parce que j'avais précisé que les vecteurs étaient orthogonaux entre eux. Si vous faites un vecteur vectoriel, un produit vectoriel avec un vecteur qui lui est orthogonal, vous obtenez le vecteur orthogonal qui a pour longueur cette longueur-là fois celle-là. C'est ça que j'ai dit hier. En fait, vous pouvez faire le produit vectoriel entre 2 vecteurs qui ne sont pas orthogonaux, après tout. Vous prenez 2 vecteurs quelconques, vous faites leur produit vectoriel. À ce moment-là, ça donne toujours un vecteur dans la direction orthogonale au plan défini par les 2 autres, toujours dans le sens défini par la main droite. Et pour la longueur, vous ne prenez pas le produit des deux, vous prenez le produit de l'un fois la composante orthogonale de l'autre. Vous le ramenez à un vecteur orthogonal. Et donc, en fait, il y a fois le sinus de l'angle ici, U orthogonale droite. C'est-à-dire que vous prenez, si vous faites le produit, je refais le dessin, produit vectoriel de ce vecteur avec celui-là, vous allez prendre uniquement en compte la partie orthogonale de ce vecteur-là. Si vous voulez, cette partie-là ou cette partie-là, c'est la même. Enfin, je l'ai fait là, je l'ai fait là. Vous allez prendre le produit de cette longueur-là par celle-là, uniquement de la composante orthogonale d'un vecteur par rapport à l'autre. Pour le produit scalaire, vous prenez le produit des parties dans la même direction. Pour le produit vectoriel, vous prenez le produit des parties, au contraire, dans la direction orthogonale. Et comme tout à l'heure, et justement, c'est la définition du sinus, le sinus de cet angle. Donc, θ là, c'est l'angle entre V1 et V2. De même qu'ici, je ne l'avais pas précisé, mais c'est l'angle entre V1 et V2. Donc, par définition du sinus, on a vu que c'était uniquement la proportion du vecteur dans la direction orthogonale. Donc, c'est justement ça.
Donc le produit scalaire vous fait le produit des longueurs des vecteurs, des normes, uniquement dans leurs parties qui sont longitudinales, et le produit vectoriel vous donne le produit des normes dans la direction, enfin des normes justement, c'est en quelque sorte ce que, pour le produit scalaire, c'est ce que les vecteurs ont en commun, en quoi, en fait, ce vecteur-là, il n'est pas celui-là, mais je peux le construire comme celui-là plus celui-là. Donc il y a une partie qui est dans la même direction que l'autre, et puis il y a une partie qui, au contraire, est justement ce par quoi il diffère de la direction de l'autre. Eh bien, la partie par laquelle il est semblable à l'autre, c'est le cosinus, et la partie par laquelle il en diffère, c'est le sinus. Et donc, dans le produit scalaire, on prend la partie par laquelle il est semblable à l'autre, dans sa direction, et pour le produit vectoriel, on prend au contraire la partie orthogonale. Et on comprend un peu intuitivement déjà que justement ces produits sont une façon de comparer les vecteurs, enfin de voir ce qu'il y a de l'un dans l'autre, sachant qu'on peut combiner les vecteurs, on l'a vu, hein, on peut les additionner là en les mettant bout à bout, en additionnant leurs composantes. Donc il y a toujours un peu les vecteurs sont tous un peu les uns dans les autres, on peut les combiner, les décomposer en plusieurs. Hein, pour ce vecteur-là, je peux dire que c'est celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Voilà, cette façon de combiner les vecteurs fait qu'il y a toujours de l'un dans l'autre. Alors, sauf quand justement ils sont complètement orthogonaux, alors là, il n'y a rien de l'un dans l'autre. Et effectivement, si vous faites le produit scalaire qui vous compare justement qu'est-ce qu'il y a de l'un dans l'autre, le cosinus va être égal à 0 s'ils sont orthogonaux. La projection de l'un sur l'autre, c'est 0. Et à ce moment-là, leur produit scalaire fait 0. Donc vraiment, ce produit scalaire, en quelque sorte, voilà, vous dit qu'est-ce qu'il y a de l'un dans l'autre. Et le produit vectoriel vous dit, au contraire, qu'est-ce qu'il y a d'orthogonal. Et si vous avez deux vecteurs qui sont orthogonaux, il n'y a aucune composante de l'un dans l'autre. Et le produit vectoriel vaut 0. Le sinus de 0, c'est 0. Il n'y a pas de composante... pardon, c'est le contraire, excusez-moi. Le produit scalaire vaut 0, au contraire, oui. Le produit vectoriel, il est complet, c'est vraiment le produit des normes, ils sont complètement orthogonaux l'un dans l'autre. Voilà. OK ? Bon, c'est un peu abstrait, vous pouvez vous demander à quoi ça sert. Alors, on a déjà vu hier que c'était la bonne façon... Enfin, le produit vectoriel permet de décrire le champ de vecteurs dans un corps en rotation. Donc vous avez un vecteur rotation, le fameux grand oméga qu'on avait défini. Vous regardez la vitesse de ce point-là, définie par le vecteur R, c'est-à-dire qui va du point O, le centre de rotation, et le point M que vous considérez. Eh bien, si vous faites oméga produit vectoriel avec le vecteur R, vous avez un vecteur qui lui est orthogonal. Alors oméga est comme ça. Vous avez le vecteur comme ça qui définit justement la vitesse. Et donc le champ de vitesse d'un solide, c'est ce qu'on a vu hier, est entièrement défini, d'un solide qui tourne autour d'un point fixe, est entièrement défini par ce vecteur rotation unique, via ce produit vectoriel. En fait, voilà, la rotation d'un corps autour d'un point fixe quelconque, si vous connaissez ce point, la rotation d'un corps est entièrement définie par un vecteur. Voilà pourquoi on l'appelle vecteur rotation. Ce vecteur-là vous dit chaque point du corps, à quelle est sa vitesse à l'instant considéré. Via ce produit scalaire, donc ça suffit à montrer que ce produit scalaire, ce produit vectoriel justement, via ce produit vectoriel, ça suffit à montrer que c'est une notion pertinente en fait. Et évidemment, on le retrouve dans 1000 situations différentes et c'est quelque chose qui est introduit au niveau mathématique, qu'on retrouve en mathématiques également de façon... et qui a des généralisations à plus de dimensions, etc. Là, quand je dis c'est orthogonal, ça donne un vecteur orthogonal au plan.
Ça marche à 3 dimensions, à plus de dimensions, on voit que ce n'est pas la bonne façon de présenter les choses. Mais bon, je ne veux pas être trop abstrait là, parce que de toute façon, on travaille dans un espace géométrique à 3 dimensions. Et donc, ce que j'ai dit là pour 3 dimensions est correct. Bref. OK, donc ça, c'était pour répondre à votre question. Je ne sais même plus trop ce qu'elle était, mais... ah si, oui, vous me demandiez ce que c'était le produit scalaire. Bon, voilà, donc j'ai fait un petit topo un petit peu plus long. Mais ça nous servira. Donc, ce n'est pas entièrement là. D'abord, c'est bon pour votre culture. C'est vraiment les 2 opérations qu'on peut faire sur les vecteurs. Le produit scalaire prend 2 vecteurs et fait un nombre. Le produit vectoriel prend 2 vecteurs et fait un autre vecteur. Alors, en fait, un pseudo-vecteur, etc. Bon, bref, mais... Pour nous, c'est bien comme ça. OK, alors, je voulais juste résumer vraiment en 3-4 lignes ce qu'on a vu hier. Donc, on s'est intéressé, en fait, au lien entre l'échelle fondamentale et l'échelle qui nous est commune, l'échelle des corps macroscopiques. Et la problématique... donc corps macroscopique. La problématique, c'était de voir un petit peu comment on peut gérer ces corps dans lesquels il y a plein de constituants. Parce que les lois fondamentales censées s'appliquer... Enfin, dès lors qu'on peut considérer un constituant d'un corps, ce constituant lui-même a son destin propre. Son destin peut être lié à celui d'autres constituants, mais n'empêche que je peux toujours le considérer individuellement et voir qu'est-ce qui lui arrive. Donc, chaque constituant est soumis à des lois de la physique. Et un corps macroscopique est donc constitué d'énormément de constituants qui chacun est soumis à des lois. Et comment on passe des lois auxquelles sont soumis les constituants aux lois auxquelles est soumis le corps macroscopique. Et ce n'est pas simple. Donc, la problématique, c'était qu'on a effectivement plusieurs constituants, d'une part, et chacun est soumis à son destin, enfin à son destin physique, donc à sa loi du mouvement, en fait, si je m'intéresse au mouvement. Et puis, par ailleurs, il peut y avoir plusieurs forces. Il peut y avoir plusieurs forces sur chaque constituant. Il peut y avoir plusieurs forces, une seule par constituant, mais il y a plusieurs constituants. En fait, donc vraiment, c'était la problématique, c'est comment combiner les constituants, comment combiner les forces. Alors, on a vu pour les forces qu'on les combinait par addition vectorielle. Donc ça, quand c'est sur un même corps, donc sur un même constituant. J'hésite à parler de constituants élémentaires, mais c'est bien l'idée malgré tout. J'hésite parce que quand on va vraiment sur l'élémentaire, au sens où maintenant on le comprend en physique, les lois changent, mais pour Newton, le constituant élémentaire, c'est le point matériel. On a introduit cette notion hier qui est simplement l'espèce de concept limite de ce que veut dire décomposer un corps encore plus petit dont il est constitué, quoi. Donc c'est vraiment... Voilà. Donc, disons constituant élémentaire pour simplifier les énoncés. Donc sur un même constituant, on a une addition vectorielle et on l'avait justifié en disant que, en fait, le mouvement, si on va par là et par là, en fait, on va par là. Et donc, il y a une combinaison des mouvements qui, eux, géométriquement, se fait par l'addition des vecteurs. Et du coup, en fait, comme ce sont les forces qui sont responsables, pas du mouvement, mais du changement de mouvement, des vitesses, en fait, ce que j'ai dit là, c'était vrai pour les vitesses, du coup, il y a la même addition vectorielle des forces, et donc ça, on peut dire que c'est réglé, c'est à peu près clair. Sur un constituant, les forces s'ajoutent. Mais restait la question de que se passe-t-il quand on a plusieurs
constituants. Et ce qu'on a vu, qui était un peu magique, c'est que si je considère donc le mouvement la dérivée de la vitesse, j'ai évité si chaque corps a sa propre masse, sa propre accélération et est soumis à sa propre force, donc chaque constituant est soumis à la loi de la physique. Il y a une loi du mouvement, c'est celle-là. La question, c'est quelles sont les forces. Mais pour un ensemble de forces données, il y a une force résistante sur chaque corps qui est la somme des forces, parce que sur un même constituant, on additionne. Et donc, chaque constituant est soumis à sa loi. Et ce qu'on a vu, c'est que simplement en faisant la somme vectorielle de ça et la somme donc, de ça, on a obtenu que vous pouviez définir un point G comme le centre de masse. Donc, c'est la position moyenne de tous les constituants pondéré par la masse, et vous notez que pondéré par la masse, étymologiquement, c'est un énorme pléonasme. En fait, la pondération, la charge pondérale, c'est bien la masse, en fait. Quand on dit que vous faites une moyenne pondérée, il y a cette idée-là, en fait. Ce serait intéressant de voir si étymologiquement, c'est l'idée de pondération, qui est clairement liée à la masse, en fait, est postérieure à la définition, à la compréhension du rôle du centre de masse. Parce que le centre de masse, vous vous rappelez, sa position, c'était la somme des MI, RI, masse de chaque position, pondérée par la masse divisée par la somme des MI. C'était ça la définition. Et donc c'est une moyenne pondérée par quel facteur de pondération? La masse, justement. Par définition, c'est ça en fait une pondération. C'est que vous avez, comme vous faites une moyenne de notes, vous la pondérez par le coefficient de la note. Le coefficient 3, elle compte 3 fois. Donc vraiment, cette idée de pondération est extrêmement naturelle. Vous faites une moyenne des masses, une moyenne des positions pondérée par la masse. Bref. Donc, vous définissez le point G comme ça, et vous voyez que ce point G obéit à, et donc ça c'est la force résultante, obéit à la loi de Newton. La même que chaque constituant élémentaire, alors que ce n'est plus un constituant élémentaire, c'est un ensemble de points matériels, disons, autant que vous voulez, mais on obtient ça. Donc c'est la résultante, c'est-à-dire c'est vraiment la somme de toutes les forces qui s'appliquent sur chacun des constituants. Alors ça, en fait, on l'a obtenu rapidement à la fin du cours d'hier. C'est ce qu'on appelle, je pense au coup que vous connaissiez ce mot, c'est ce qu'on appelle le théorème du centre d'inertie. Théorème parce qu'on le démontre, à partir de ça, on en déduit ça. De manière complètement générale, quel que soit le système, le système physique, quels que soient ses constituants, quel que soit leur nombre, quel que soit leur lien entre eux, ce n'est pas forcément un corps solide. De là, on déduit ça en une ligne, en 3, on l'a vu hier. Et donc, ça s'appelle le théorème du centre d'inertie. Ça nous dit que le centre d'inertie, ou centre de masse, du coup c'est la même notion, obéit à la même loi que chaque constituant. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, ça veut dire que ce point-là résume le système, en quelque sorte, et qu'on peut le considérer lui-même comme un corps physique, comme un point matériel physique, qui aurait une certaine masse, la masse totale, et qui serait soumis à une certaine force, la somme de toutes les forces qui s'appliquent sur tous les corps. Donc ça, c'était un peu le bilan d'hier. Ça, c'est dans le cas général. Et la chose en plus qu'on a faite hier, c'est qu'on dit, OK, si maintenant les constituants qu'on considère sont liés entre eux de façon rigide, de telle sorte qu'ils constituent un solide, alors on peut dire des choses supplémentaires. Ça, on peut le dire quoi qu'il arrive. Le centre de masse est toujours soumis à cette... Voilà. Et donc, ouais. D'accord. Je ne veux pas trop digresser. Dans le cas particulier où on a affaire à un solide, alors on a vu que le mouvement
pouvait être soit une translation, soit une rotation. Translation, rotation, soit une combinaison des deux. Et on a, et donc à cela correspondaient différents aspects du système de force, c'est-à-dire qu'on peut résumer ou synthétiser le système de force qui s'exerce sur tous les points, les forces internes de cohésion, les forces externes, tout le système de force, synthèse du système de force, en une force globale qui est déjà introduite ici dans le cas général, même si ce n'est pas un solide. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Force globale, pardon. C'est pas... La résultante, et qui va du coup piloter en quelque sorte le mouvement du centre de masse, c'est ce qu'on voit là, et un couple en fait qui est associé, enfin qui va nous dire comment s'effectue la rotation. Si je me mets dans le référentiel qu'on appelle le référentiel du centre de masse, qui est attaché au centre de masse, et qui garde des axes fixes, je ne rentre pas dans... Enfin, il y a une précision à faire, mais conceptuellement, c'est ça qui est important. Voilà, donc c'est ça qu'on a vu hier. Comme je n'ai pas été très clair hier, je voulais juste refaire ce petit point. Et donc, oui, le point clé derrière cette notion de couple et de comment une force fait tourner un corps, il y a la notion du point d'application. Donc vous pouvez, c'est-à-dire une force, pour connaître l'effet d'une force sur un corps, il ne suffit pas de savoir ce que vaut la force, il faut encore savoir où elle s'applique. Et si vous considérez un corps comme ça, par exemple, que je fixe au centre, il est libre de tourner autour enfin, au centre ou ailleurs, je le mets là, j'en sais rien, peu importe. Je fixe un point, donc je considère uniquement la rotation, et donc on voit bien que si j'applique la force par là, ça va tourner comme ça. Si j'applique la force par là, ça va tourner comme ça. Si j'applique la force là, ça ne va pas tourner du tout. Donc le point d'application, suivant le point d'application, on n'a pas le même effet de rotation. Par contre, on a le même effet de recul du corps, parce qu'il est toujours vrai que le mouvement du centre de masse, ou une inertie, c'est pareil, est entièrement déterminé par la résultante de toutes les forces. Bien. Puisqu'on a parlé du produit vectoriel, je vais définir juste comme ça, pour le plaisir, ce qu'on appelle le moment d'une force le moment d'une force F par rapport à un point O, que je vais prendre ici comme le centre de rotation. Donc j'ai la force F, là. Et le point O, eh bien, je vais vous l'écrire et ensuite je vais le commenter. Je le note M indice O, parce que c'est le moment par rapport au point O de la force F. Ceci est égal... Alors, de la force F qui s'applique au point A. D'accord ? Justement, on va voir que ça dépend d'où on applique la force. Eh bien, par définition, c'est... Alors... non, c'est ça. Donc, c'est OA vectoriel, produit vectoriel F. Vous voyez que le produit vectoriel intervient ici. Et donc,
Et ce moment, c'est en quelque sorte le pouvoir rotateur. Je ne crois pas que ce soit un mot qui existe, mais le pouvoir rotateur de la force. Pouvoir rotateur autour de O de la force F. Et vous voyez que ce produit vectoriel, compte tenu de ce qu'on vient de dire, il est d'autant plus grand que les deux vecteurs sont grands et qu'ils sont plus orthogonaux. Et je fais le dessin. Je mets une tonne là, ou un éléphant. Je mets un éléphant là, sur une petite balance là. Ça, c'est un plateau tournant sur. D'accord ? C'est un plateau posé sur un. C'est un truc en équilibre là, d'accord ? Je mets un éléphant là. Non, d'abord, je ne mets pas un éléphant. D'abord, je mets 1 kilo. Comment je peux faire pour équilibrer la balance ? Il faut que je mette un kilo là, à la même distance. Mais est-ce que je peux mettre un poids ici pour équilibrer la balance ? Oui. Mais si j'ai 1 kilo là, est-ce qu'il faut que je mette 1 kilo là ou il faut que je mette quoi ? Il faut mettre plus. Plus je vais près, plus il faut mettre. C'est comme quand vous ouvrez la porte ou vous fermez la porte. Si vous voulez faire pas d'effort, vous ne poussez pas au niveau des gonds. La poignée est à l'opposé des gonds. Parce que plus vous êtes loin de l'axe, plus la force s'applique loin de l'axe de rotation, plus ce moment-là, dont la norme est proportionnelle à la norme, donc à la distance ici, plus ce moment est grand. Le moment, c'est vraiment le pouvoir rotateur de la force. C'est combien de rotations il induit, en quelque sorte, avec les mains. Eh bien, effectivement, ça traduit votre intuition que si vous voulez avoir un effet pour... Si vous faites rien, ça bascule par là. Donc vous voulez contrebalancer, donc en fait, vous voulez faire tourner dans l'autre sens. Pour faire tourner dans l'autre sens, il faut appuyer, là, il faut mettre une force, ici le poids d'un truc, mais plus vous êtes près de l'axe, plus il faut appuyer fort. Et l'éléphant, vous pouvez le contrebalancer avec votre petit doigt, là, si vous êtes suffisamment loin. Eh bien, ce que vous dit, enfin, ce que capture l'idée de moment, c'est exactement ça. C'est que pour contrebalancer, enfin, donc, ouais, pour contrebalancer cette force qui tend à faire tourner comme ça, il faut appliquer une force qui tend à faire tourner dans l'autre sens. Et le pouvoir de rotation induite de votre force est d'autant plus grande que vous êtes loin de l'axe. Mais ce que vous voyez, c'est que ce qui compte, c'est ce que dit le produit vectoriel, c'est la partie orthogonale de la force que vous exercez par rapport à ce bras de levier là. Là, vous avez O, là, vous avez A. Si la force, vous l'exercez comme ça ne va rien faire tourner du tout. Si vous l'exercez comme ça, en fait, seule sa partie orthogonale à l'axe ici va contribuer à la rotation. Si vous voulez ouvrir une porte, vous ne poussez pas vers les gonds. Ou à vous poussez vous tirez orthogonalement au gond. Orthogonalement à l'axe de rotation. Et vous voyez que ce produit vectoriel, c'est justement ce qui capture uniquement la partie orthogonale d'un vecteur par rapport à un autre. Et donc c'est très naturel de le voir apparaître ici, intuitivement en tout cas. Bon, mathématiquement, on voit que c'est la bonne notion, effectivement. Si vous décrivez la rotation d'un corps, vous voyez qu'elle est affectée non pas par les forces, la translation est affectée par les forces elles-mêmes. La rotation est affectée par les forces,
par la composante orthogonale de la force par rapport au bras de levier que vous avez compte tenu de son point d'application. C'est un peu compliqué à faire la phrase, mais justement, cette notion-là de moment d'une force capture complètement cette réalité physique sous-jacente, qui n'est qu'une conséquence des lois de Newton. Hein, c'est-à-dire, on démontre la pertinence de cette définition-là par rapport à la rotation d'un corps à partir de ça. Bon, ça, normalement, c'est intégré dans un cours de mécanique. On ne fait pas un cours de mécanique, mais c'est une notion qui est importante. Parce qu'on l'a vu apparaître hier, c'est celle que j'ai évité. Tout ça, j'ai essayé d'éviter de le faire apparaître. C'est apparu, donc tant qu'on y est, voilà. Donc je voulais juste faire ce rappel-là. Donc, c'est la question de qu'est-ce qui se passe quand j'ai plusieurs constituants. Je vois que donc, chacun est soumis à sa propre loi, chacun est soumis à ses forces. Ça, les forces sur un même corps, sur un même point matériel, s'additionnent vectoriellement, c'est facile. Mais quand il y a plusieurs constituants, bah, du coup, chacun est soumis, si vous avez un corps mou ou même un fluide, chacun suit son propre mouvement. Néanmoins, vous pouvez toujours ramener n'importe quel système, enfin, vous pouvez définir pour n'importe quel système son centre de masse, et son centre de masse, lui, obéit à la même loi globale. Et si, par ailleurs, le système que vous considérez est solide, alors ceci s'applique bien sûr, donc la trajectoire de son centre de masse, vous pouvez la déterminer très simplement en connaissant les forces qui s'appliquent sur lui. Donc ça vous suffit à déterminer la trajectoire du centre de masse, mais évidemment, un corps solide peut être orienté de façon différente au cours du temps. Et donc, il y a en plus la rotation que vous avez à gérer, et ça se gère via cette notion de point d'application des forces et de forces résultantes, mais qui s'applique en un point particulier. Et donc, voilà. Donc c'est la notion de moment, de rotation, de couple. Bon, tout ça restera sans doute un peu flou, mais je ne crois pas que ça vaille le coup qu'on aille beaucoup plus loin là-dedans. Est-ce que vous avez des questions, malgré tout? Ok. Alors, maintenant, on va parler... quelle heure est-il déjà? Donc, ouais, bon, on a commencé un peu en retard, mais essayons de faire la pause à peu près à l'heure prévue. Peut-être à ce moment-là... Ouais, je vais vous faire la petite démo de la force. Donc, ou je la fais après. Je vais peut-être faire d'abord le commentaire, en faire une pause. Donc, la question maintenant, c'est quelles sont les forces? Parce que, ok, on a la loi du mouvement. S'il y a une force, il s'ensuit un certain mouvement. Mais quelles sont les forces? Comment on les trouve? Et donc, justement, quand on a affaire à des corps macroscopiques, on a vu que la force résultante, c'était en fait le résultat de plein d'interactions qui se passent entre plein de corps à l'échelle qui est la leur. Et donc, essentiellement, quand on a affaire à des corps macroscopiques, on a toujours affaire à des forces qui ne sont pas des forces fondamentales, qui sont justement la résultante de plein de forces. On avait vu l'exemple du ressort sur un corps, voilà. J'ai un certain ressort, si je le tire, si je cherche à l'étirer, ça va revenir. Si je cherche à le comprimer, il voudra s'étendre. Donc, il y a toutes les constituants de ce ressort sont liés entre eux d'une façon telle qu'il y a une longueur optimale pour lui, sa longueur d'équilibre, qu'on appelle souvent la longueur à vide, quand on ne lui attache rien. Et si on veut modifier cette longueur, il y a plein d'interactions qui se passent à l'échelle microscopique qui résultent en une force effective qui tend en fait à faire revenir le corps à sa position d'équilibre. C'est assez naturel. Et on a vu comment exprimer cette force-là. On a vu que cette force était proportionnelle, avec un certain coefficient qu'on appelle la raideur, à l'allongement, donc fois L moins L0. Voilà. Ça, c'est la force. Puis en direction, ça tend bon.
ça tend à ramener à l'équilibre. Je mets juste la norme de la force. Voilà une force effective. On a vu des forces effectives de frottement. On peut imaginer des tas de forces effectives, la réaction du support, etc. Il y a une force effective qu'on a pas mal discutée hier, qui nous frappe par son caractère universel. C'était la force de gravitation, la force de pesanteur, en fait. Si vous avez un corps dans un champ de pesanteur caractérisé par une accélération g, on a vu que, en fait, donc, chaque petit point, chaque constituant de masse mi est soumis à son poids P égale MIG. Et du coup, pour le corps global, ça c'est le poids de la particule I, si vous faites la somme de tous les poids de toutes les particules, on va dire que c'est le poids du corps complet, bah vous voyez que ça fait la somme sur I des MI G, donc ça c'est le poids de chacune, mais G c'est le même pour tout le monde, et donc ça fait en fait somme sur I des MI fois G, en fait ça fait MG. Ça c'est intéressant, parce que du coup, que le corps soit composé de sous-corps, de constituants ou pas, ça ne change rien en fait. De toute façon, le poids c'est M fois G. Donc il y a une forme d'universalité en fait ici. À la fois, le résultat global du poids sur le corps, un corps macroscopique constitué de plein de constituants, c'est bien sûr rien d'autre que la résultante de tous les poids de chacun de ces constituants. Mais en fait, je peux considérer ça comme... Enfin, en fait, ce serait la même chose s'il n'était pas constitué de constituants, s'il était juste lui-même une particule élémentaire, en fait. Enfin, un point matériel, ce qui est la particule élémentaire newtonienne, on va dire. Donc, on sent qu'il y a une forme... Enfin, il y a quelque chose d'un peu spécial avec cette force, qui fait que, du coup, en fait, elle pourrait bien être fondamentale, puisqu'elle conserve ici sa forme, oui, quand on passe d'une échelle à une autre, en fait. Juste, on additionne la masse. Or, la masse, c'est quoi? Alors, on l'a défini un peu comme étant la quantité de matière. C'est un truc un peu mystérieux. Et c'est justement la chose qui pose problème quand on va à la limite du point matériel de Newton, c'est qu'en fait, on considère un corps ponctuel qui a une certaine masse quand même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut avoir une masse plus grande ou plus petite si on est un point. Est-ce qu'il peut y avoir plus de matière en un point? En fait, en un point, il ne devrait y avoir pas de matière. Donc, on arrive un peu aux limites de ce concept. Mais c'est important de voir que c'est une limitation fondamentale ici de ce concept. En tout cas, on a quand même là un candidat à une force qui serait fondamentale parce qu'on voit qu'elle se transfère à travers les échelles sans être affectée, en fait. À condition que le champ gravitationnel soit uniforme, c'est-à-dire que ce soit le même G partout. Alors en pratique, ça c'est la grande découverte de Newton, la loi de la gravitation universelle, en pratique, le champ de pesanteur dépend un peu de la position, très peu, donc ça ne se voit pas en première approximation, mais en fait, vous connaissez le résultat. Les points qui sont un peu plus hauts sur la verticale terrestre pèsent un petit peu moins que les points qui sont un peu plus bas. C'est la découverte de la loi de la gravitation universelle que je vous écris, je ne sais pas si, je pense que vous la connaissez au moins sous forme littérale. La force qu'un corps 1 exerce sur un corps 2, donc là je prends des points matériels, donc je suis à l'échelle fondamentale
du point matériel de Newton. Donc j'ai un corps 1 qui a une masse M1 à une position, je vais repérer sa position par rapport à une origine quelconque, à une position R1. J'ai un corps 2 qui a une masse M2 située à une position R2, ici. La force que le corps 1 exerce sur le corps 2 en raison de leur masse, c'est proportionnel à la masse de chacun des corps et inversement proportionnel au carré de leur distance. Alors je vais le noter joliment comme ça, puisque maintenant on a introduit les normes. Vous voyez, on a fait du progrès en mathématiques. Ça, c'est R2 moins R1, c'est ce vecteur-là. R2 moins R1. Ce vecteur-là, effectivement, c'est R2 moins R1, parce que si vous faites R1 plus R2 moins R1, ça fait bien R2. Donc, on est d'accord que ça, c'est... D'accord ? Je fais lui plus lui, j'obtiens lui, dans notre addition vectorielle. Donc R1 plus R2 moins R1, bah oui, ça fait R2, c'est bien ça. Donc ce vecteur-là, c'est R2 moins R1. Et là, je mets sa norme au carré. Donc sa norme, c'est sa longueur. Donc c'est vraiment, ça, c'est la distance entre les deux corps au carré. C'est ça que ça veut dire, sous forme vectorielle, avec la norme qu'on a introduite ce matin, mais voilà. Et donc ça, c'est son intensité. Alors en fait, il y a un facteur ici qui est la constante de gravitation universelle, G, comme gravitation. Et puis, en fait, ça c'est sa norme à cette force, mais elle a une direction, et sa direction, c'est moins le vecteur unitaire qui relie le point 1 au point 2. U de 1 vers 2. Autrement dit, le corps 2 est attiré vers le corps 1. Ça, c'est le moins U1,2, ça. Ça va dans la direction opposée à celle-là. Donc, le corps 2 est attiré vers le corps 1. Et la norme de cette force, l'intensité avec laquelle le corps 2 est attiré par le corps 1, c'est ça, c'est proportionnel aux masses, et c'est inversement proportionnel au carré de la distance. Puis il y a un facteur là qui dépend des unités choisies. Moi, je n'ai pas encore parlé des unités. À un moment, il faudra que je parle des unités. Donc ça, c'est la loi de gravitation universelle. Et vous voyez tout de suite que cette loi est symétrique au sens où si je regarde la force... Alors, oui, la force que 2 exerce sur 1, parce que là, j'ai appelé ce corps-là 1 et ce corps-là 2, ok, mais s'il est vrai que le corps 1 attire le corps 2 simplement parce que l'un a une masse et l'autre aussi, bah, je peux inverser le rôle de l'un et de l'autre, et je peux écrire la force que 2 va exercer sur 1. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être moins G, la masse du corps 2, maintenant c'est le corps 2 qui joue le rôle du corps 1, et puis le corps 1 qui joue le rôle du corps 2, donc M2 sur M1, divisé par la norme au carré de R1 moins R2 maintenant. J'inverse juste les indices 1 et 2, quoi. Je fais jouer, enfin, c'est arbitraire lequel je choisis d'appeler 1 et lequel je choisis d'appeler 2, donc j'inverse les 1 et les 2, et là je vais avoir U de 1. Ok, mais ça, alors, ce produit M2 fois M1, c'est le même que M1 fois M2 en fait. Vous faites le produit de deux nombres, ça change peu importe leur ordre. Donc ça fait moins G M1 M2 divisé par la norme d'un vecteur. On a vu que c'était la même que la norme du vecteur opposé. Donc ça, je peux le réécrire. Bon, en plus, elle est au carré. Donc le carré d'un nombre, même si c'était opposé, ce serait toujours le même. Voilà. Et maintenant, ça, c'est le vecteur unitaire qui va du point 2 vers le point 1. C'est ça, U de 1. Par définition, il vaut moins U1, 2. D'accord ? Donc là, il y a... Ça, c'est moins U1, 2.
aller dans un sens et moins aller dans l'autre sens. Du coup, ce moins et ce moins, ça fait plus ici. Donc j'ai U, 1, 2. Très bien. Et maintenant, je compare. Donc, et ça c'est, je le réécris là, ça c'est F que le corps 2 exerce sur le corps 1. Eh bien, vous voyez qu'en fait, c'est exactement l'opposé de la force que le corps 1 exerce sur le corps 2. Ça, c'est très intéressant et c'est très général. Alors, en fait, Newton avait compris ça avant de découvrir la loi de la gravitation universelle, en tout cas, je crois. Vous voyez que la force que le corps 1 exerce sur le corps 2, c'est l'opposé de la force que le corps 2 exerce sur le corps 1. C'est contenu ici dans l'expression de cette force de gravitation universelle. Elle vérifie cette propriété qui est en réalité une propriété fondamentale, qu'on appelle la troisième loi de Newton, ou qu'on appelle aussi la loi de l'action et de la réaction, ou la loi des actions réciproques. Maintenant, je ne sais pas comment vous avez appris ça. Vous n'avez pas forcément tous rencontré cette loi? Vous, oui. Vous, non. Vous n'avez jamais entendu parler de la loi des actions réciproques? Waouh! Ou de l'action et la réaction, non? Waouh! Ok. Donc, je vais la noter comme ça. Loi des actions réciproques. Qui dit que, en fait, je vais la nommer, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Newton. La première, c'est la loi d'inertie. La deuxième, c'est F égale ma. La loi d'inertie qui dit, donc, si on ne fait rien, le corps reste au repos. La deuxième, c'est F égale ma, mais en fait, c'est la même. La première est contenue dans la deuxième, donc je ne sais pas pourquoi on fait ça comme ça, ou alors quelque chose m'a échappé dans la nomenclature, ce qui n'est pas impossible. Et donc, la troisième loi, c'est une loi dont on voit ici qu'elle découle de cette force, de cette expression pour la force de gravitation, mais ça, c'est un cas particulier. Ce que dit Newton, c'est que c'est toujours vrai que si un corps exerce une action sur un autre, alors l'autre exerce une action sur le premier, qui est exactement la même, juste dans le sens opposé. C'est quelque chose de vraiment très profond, très fondamental, qui a des conséquences qu'on va voir tout de suite, mais qu'on voit ici comme étant explicitement vérifié par cette loi de gravitation universelle. Alors évidemment, si c'est une loi fondamentale, toutes les lois, toutes les forces, toujours doivent vérifier ça. Donc, bien sûr, en particulier, la loi de gravitation doit le vérifier. Là, je vous l'ai montré ici parce que ça saute aux yeux que cette force, en fait, est symétrique. Le rôle de 1 et 2 est symétrique. Et donc, on voit sur cette forme-là la loi de l'action et de la réaction. La réaction est opposée à l'action, etc. On le voit, mais ça ne démontre pas que c'est vrai de façon générale. C'est juste que ça montre que c'est compatible, en tout cas, avec ça. Mais ce que dit Newton, c'est plus fort. Il dit que c'est de manière complètement générale, si vous avez une action, vous avez une réaction qui est exactement opposée. Et on l'a déjà rencontré plusieurs fois. Si je pose ce corps sur la table, j'ai donc le corps ne bouge pas, là, il est immobile et il reste immobile, alors qu'il y a son poids. J'en déduis qu'il y a une autre force qui s'exerce sur lui, qui est justement la réaction de la table, et que la somme des forces, puisque son mouvement est permanent, là, la somme des forces doit valoir 0. Donc je sais que la table exerce sur le corps moins son poids. Une force qui est l'opposé du poids du corps. Mais si la table exerce sur le corps une force, eh bien le corps exerce sur la table une force, et qui est l'opposé de moins son poids, qui est donc son poids. En fait, quand je pose un corps sur une table, j'applique à la table une force qui est son poids. C'est tout à fait naturel, en fait. La force sur un corps, enfin la force sur ma main,
est égal au poids de ce que je pose dessus. Et donc on la sent bien, cette loi de l'action réciproque, dans ce cas particulier. Ma main exerce sur le corps une force qui, justement, s'oppose au poids, sinon le corps traverserait ma main et tomberait, parce qu'il est soumis à son poids. Donc, j'annule son poids en exerçant sur le corps une force, mais ça coûte que le corps exerce sur ma main une force. Et donc, je ne peux pas effectivement tenir un éléphant sur ma main parce que j'ai juste pas assez de force, justement. Donc, voilà, le support exerce sur le corps la même force que le corps exerce sur le support, mais évidemment dans le sens opposé. On le voit pour la gravitation. Alors, c'est peut-être moins... c'est peut-être un tout petit peu moins naturel si je prends cet exemple, où j'ai une balle ici qui est attirée par la Terre. En fait, chaque masse attire chaque masse. C'est ça la notion de gravitation universelle. Une masse attire une masse. Voilà. Dès que vous avez deux masses, elles s'attirent. Donc là, j'ai la Terre qui attire la balle, et c'est pour ça que si j'exerce pas moi une force opposée à ce poids, elle tombe. Oui, mais si la Terre attire la balle attire la Terre. Avec exactement la même force. La même force. Alors ça ne vous choque pas, ça? Là, la balle a attiré la Terre. En fait, là, la balle attire la Terre déjà maintenant. En fait, deux masses, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, s'attirent avec cette loi universelle. Mais comment est-ce que le mouvement est possible, du coup? Parce que si jamais les deux s'attirent Eh bien, d'une même force, pourquoi les forces ne s'annulent pas? Alors, les forces s'annulent sur le système global, effectivement. Donc j'ai un corps 1, je vais noter M1, et un corps 2 de masse M2. Le corps 2 exerce sur le corps 1 une force F de 2 vers 1, je le note comme ça. Et le corps 1 exerce la même force sur le corps 2, F de 1 vers 2, mais opposé. Donc ce que vous venez de dire là, en fait, si je le traduis quasiment de la même façon, ce que vous dites c'est « Ah mais du coup la somme des forces ici, c'est 0 ». Effectivement, la force totale ici, donc c'est F de 1 vers 2 plus F de 2 vers 1, donc c'est 0, c'est pas peine de... OK. Donc la somme totale des forces est nulle. Et vous dites, mais alors du coup, comment le mouvement est possible? Ah, effectivement, le mouvement du système global, parce que ça, c'est la somme des forces sur le système global. Le système composé de 1 et de 2 est soumis à une force nulle, il ne bouge pas. Mais chaque corps individuellement est soumis à sa propre force. Le corps 1, il n'est pas soumis à cette force-là. Il est soumis à cette force-là. Chaque corps est soumis à la force sur lui. Donc, les lois du mouvement pour ce corps, c'est M1 fois l'accélération du corps 1 est égal à la force qu'il subit de la part du corps 2. Ceci est vrai, cette force n'est pas nulle, donc lui, il va bouger. Son mouvement va changer, il va avoir une accélération. De même, ici, le corps 2 est soumis à la loi du mouvement, il n'y en a qu'une. Sa masse fois son accélération est égale à la force qu'il subit. La force qu'il subit, c'est la force que 1 exerce sur 2. Et donc, lui, il a une accélération. Il va se mettre à bouger s'il ne bougeait pas déjà. Et s'il bougeait déjà, sa vitesse va changer. Enfin, il a une accélération. Donc, chacun des deux corps est soumis à une force. Et donc, son mouvement change. Maintenant, si vous considérez le corps global constitué des deux corps, alors effectivement, ce corps global est soumis à une force nulle. Et qu'est-ce qu'on sait pour le système global? C'est qu'il existe un point qui est le centre de masse du système, donc centre de masse des deux corps, enfin du système composé des deux corps.
Lui, il est sous... Donc, ce centre de masse que je note G, donc, lui est soumis à quelle loi du mouvement? À la loi du mouvement masse totale fois son accélération est égale à la force totale. C'est ce qu'on a vu. Sa masse totale, ça c'est M1 plus M2, très bien, puisque c'est un système de deux corps, fois son accélération est égale, mais la somme totale des forces, oui, c'est 0. Donc lui, le centre de masse, il ne bouge pas. C'est-à-dire que ces deux corps vont s'attirer l'un vers l'autre, mais leur centre de masse va rester là où il est. Alors si les deux corps ont la même masse, le centre de masse il est au milieu. Si, mettons, on va dire que le corps M1 est plus massif, donc par exemple le centre de masse il va être là, par exemple. Enfin, j'aurais pas dû le faire au bout de la flèche. C'est la même flèche dans l'autre sens. Bah, travaillons votre intuition. Si M1 si le corps M1 il vaut 3 fois la masse de M2, où est le centre de masse? M1 égale 3 fois M2. Où est le centre de masse? Vers M1, ouais, il est plus près de là, effectivement. Et exactement, il est où? M1 tire un peu plus, c'est sûr, parce qu'il est plus fort. Mais je vous ai dit mieux qu'il est plus grand. Elle est plus grande, la masse, je vous dis, elle vaut 3 fois. Donc ça tire 3 fois plus. Enfin, ça compte 3 fois plus dans la moyenne. À partir du milieu, elle est 3 fois plus vers M1. À partir du milieu, elle est 3 fois plus que quoi? Aux 3 quarts. Yes! Oui, voilà. C'est sans doute ça que vous vouliez dire. Effectivement, elle est aux 3 quarts. Enfin, ou un quart, disons. Là, il y a un quart, et là, il y a 3 quarts. Voilà. Parce que, voilà, elle n'est qu'à un quart, mais elle compte 3 fois plus. Elle compte que 1, et elle est à 3 quarts, et donc ça s'équilibre des deux côtés. Donc c'est exactement ça le centre de masse. Si je mets une troisième force, voilà, c'est exactement la définition là, la moyenne pondérée qu'on a faite, la somme des MI, RI sur somme des MI, c'est exactement ça que ça donne. Donc, ok. Donc, bon, c'était un exemple juste pour appliquer un peu ce qu'on a vu, mais donc, le centre de masse, il est quelque part. Donc, si effectivement M1 vaut 3 fois M2, bah, très bien, il est là, au quart. Et ce point-là, dans le mouvement, ne va pas bouger. Bah, parce que il ne peut pas. Ce théorème est complètement général. C'est juste la conséquence directe du fait que pour chaque corps individuel, il s'applique la loi du mouvement. Et la loi globale du centre de masse de n'importe quel système est la même, c'est ce qu'on a vu hier. C'est très fort. Et donc, quand vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil, vous avez un... je vais prendre 2 étoiles. 2 étoiles de même masse. Et ça existe beaucoup, il y a plein de couples d'étoiles. La grande majorité des étoiles dans notre galaxie sont par paire, en fait. Et donc, mettons que vous avez la même masse ici, M et M. Alors, si elles démarrent sans... Si je les posais comme ça, les étoiles, et je les lâche sans vitesse relative l'une par rapport aux autres, leur centre de masse est au milieu, si c'est la même masse des deux côtés, G. Et donc, il y a une étoile qui tombe par là, une étoile qui tombe par là, mais leur centre de masse ne change pas, en fait. Ça ne peut pas, de toute façon, il n'y a pas de force. Enfin, les seules forces sont opposées l'une de l'autre, donc voilà. Le centre de masse ne change pas. Par contre, chaque corps individuel est soumis à une force, et donc il se met en mouvement, et poum, ils vont s'écraser là au centre. Si maintenant je leur mets une petite vitesse
Ah, je le refais. Si je leur mets initialement une petite vitesse relative, il y a toujours leur centre de masse ici, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, en fait, celle-ci va être soumise à une force, et puis l'autre aussi, en fait, elles vont avoir une trajectoire elliptique autour de leur centre de masse, et elles vont se courir l'une après l'autre, mais à chaque instant, à l'instant suivant, la particule, elle est là, et l'autre, elle est là, c'est-à-dire que le centre de masse est toujours au milieu. Puis après, elle est là, et puis l'autre est là, puis après, elle est là, puis l'autre est là. En fait, le centre de masse, lui, ne changera pas. Le milieu des deux restera le même. Il ne peut pas bouger. Parce qu'on a ça, avec F égale 0, l'affaire est réglée. Donc le centre de masse d'un système qui globalement est soumis à aucune force ne bouge pas. Il ne peut pas bouger. Et c'est le cas pour deux étoiles qui se tournent l'une autour de l'autre. Enfin, elles tournent toutes les deux autour de leur propre centre de masse, de leur centre de masse commun, je veux dire. Et la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pareil. En fait, tout le système solaire, dans le système solaire, il y a des forces qui sont que des forces de gravitation. Au moins en première approximation, mais alors très largement, c'est très largement vrai. Et donc, la force que Jupiter exerce sur Saturne, elle est là. Oui, mais c'est la même que la force que Saturne exerce sur Jupiter. Donc, si vous faites la somme, ça fait 0. Après, et la somme de la masse de l'astéroïde, l'astéroïde machin truc, là, il a une masse, et donc il attire le Soleil. Oui, mais le Soleil attire l'astéroïde machin truc exactement de façon égale et opposée. Donc, la somme des forces vaut 0. En fait, dans un système dans lequel vous n'avez que des forces internes, c'est-à-dire des forces de l'un sur l'autre, la troisième loi de Newton, à supposer qu'elle soit universellement vraie, mais c'est précisément le postulat fondamental de Newton, si à chaque fois qu'un corps exerce une force sur un autre, l'autre en question exerce la force opposée sur le premier, la somme des forces, c'est toujours 0 en fait, au sein d'un système. Après, le système lui-même peut être soumis à une force extérieure. Mais si vous prenez un système en lui-même, toutes ses forces internes, c'est-à-dire les forces qui peuvent s'exercer d'un constituant sur un autre ou sur plusieurs autres, etc., toutes les forces internes ont nécessairement une somme nulle. Et par conséquent, un corps, un système lui-même, ne peut pas se mettre en mouvement par lui-même. Son centre de masse ne peut pas bouger. C'est très fort. Et en fait, on retrouve la loi d'inertie à l'échelle... Oui. Du coup, par exemple, l'exemple que vous avez donné en haut à droite, avec les étoiles qui se tournent autour de leur centre Ouais. de masse, d'où vient cette vitesse? Alors, le mouvement vient d'un mouvement initial, en fait. C'est que... Alors, on fera un peu d'astrophysique. En fait, les étoiles se forment par effondrement de gaz, du gaz interstellaire qu'il y a. Et donc, dans l'effondrement... Alors, pourquoi il s'effondre? C'est exactement comme là. Hein. Donc, ce n'est pas parce que globalement, le système a un centre de masse qui ne peut pas bouger juste parce qu'il n'y a pas de force autre que des forces internes qui s'annulent toutes mutuellement. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de mouvement, parce que chaque corps individuellement est soumis à une force. C'est globalement que le système n'est pas soumis à une force. Bref, le nuage de gaz qui constitue un gaz interstellaire, la matière attire la matière, donc il y a ce mécanisme de contraction. Mais il suffit qu'il y ait un tout petit peu des particules qui rebondissent les unes sur les autres, et donc il y a des mouvements, disons, transversaux. Et puis, dans l'effondrement, vous avez ce qu'on appelle la conservation du moment cinétique. En tout cas, vous allez avoir en fait, la rotation va s'amplifier dans l'effondrement. On y reviendra. Et donc, vous avez en gros tout qui tourne. Donc, quand on forme un système d'étoiles, il y a une rotation sous-jacente qui ne disparaît pas, qui ne peut pas disparaître. Parce que de la même façon qu'en fait... un corps ne peut pas se mettre
un système ne peut pas se mettre en mouvement de lui-même, et encore une fois, ça revient à la loi d'inertie, ce corps-là ne peut pas se mettre à bouger tout seul, s'il n'y a pas une force qui... Maintenant, si vous prenez à l'échelle d'un système, et c'était déjà un système, au début j'en ai parlé comme si c'était un corps, mais en fait maintenant on sait que ce n'est pas un corps, c'est un corps constitué de plein de constituants, et les lois s'appliquent sur les constituants. Mais justement, cette loi est héritée à l'échelle globale. Un système donné, s'il n'est pas soumis à une force extérieure, donc si on considère juste le système en lui-même avec des forces internes, il n'y a pas de force, et donc il ne peut pas se mettre à bouger tout seul. De la même façon, parce qu'il n'y a pas de force, il ne peut pas y avoir de moment des forces. Un moment, c'est ce qui fait tourner, ce qu'on a vu, ce fameux couple. Et donc, il ne peut pas se mettre à tourner tout seul. Une chose, c'est que le centre de masse, il ne peut pas se mettre à se déplacer, donc il reste là où il est. Mais le corps lui-même ne peut pas se mettre à tourner, parce qu'il faudrait des forces pour le faire tourner. Et donc, inversement, c'est toujours la modification du mouvement. Quand on dit il n'y a pas de force, donc il ne se met pas à bouger. D'accord, mais si déjà il avait un mouvement, ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de force, c'est qu'il garde ce mouvement. De la même façon pour la rotation, s'il n'y a pas de force qui vienne, s'il n'y a pas de moment d'une force, s'il n'y a pas un pouvoir rotateur quelque part, s'il ne tournait pas, il ne se met pas à tourner tout seul. Mais par contre, s'il tournait, du coup, il garde sa rotation. Il n'y a rien qui l'arrête sa rotation. Donc un corps qui tourne, il tourne. Et il tournera toujours. La Terre tourne sur elle-même. Et voilà, elle tourne. Alors il y a des phénomènes de dissipation, pardon, vous alliez... Non, mais c'était ça. Ah. C'était du coup la réciproque de... Là, intrinsèquement, les étoiles, elles ont un mouvement initial. Ouais. Du coup, en fait, ce mouvement initial, il s'arrête jamais. Exactement. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Donc on voit que... donc je l'ai introduit via cette forme... Je pensais que vous connaissiez cette forme. Vous aviez quand même... Vous savez que les corps s'attirent en raison inverse du carré de leur distance. Enfin, ce genre de choses en général, c'est connu, non? Pas forcément. Bon, bref, vous le saurez maintenant. C'est un truc qu'on fait en terminale. Ouais, je pense. Bon, enfin, en tout cas, c'est la loi prototype, la loi de... c'est la première grande loi universelle découverte donc, par Newton. Et c'est marqué dessus que la force que 1 exerce sur 2, c'est moins la force que 2 exerce sur 1. Parce que ce produit est le même si je change l'ordre, cette norme est la même, et si je change l'ordre, juste, effectivement, le vecteur qui va de 1 à 2, c'est moins le vecteur qui va de 2 à 1. Donc, on voit, la loi d'action et de la réaction est écrite là-dessus. Mais c'est juste un exemple de cette propriété complètement générale qui est que, à chaque fois qu'il y a une action, il y a la réaction opposée. Et ça a pour conséquence, effectivement, on vient de le voir avec les mains, enfin, ou avec le discours, et on peut l'écrire, on peut l'écrire mathématiquement, c'est que si vous avez un système isolé, c'est-à-dire un système qui ne subit pas d'action extérieure, vous le considérez en lui-même et juste les seules forces qui sont présentes sont donc des forces internes. Et si vous avez des forces uniquement internes, par définition, la somme des forces, c'est 0. Enfin, pas par définition, enfin, c'est par définition uniquement interne, mais par la troisième loi de Newton, à chaque fois que vous avez une force, vous avez l'opposé. Donc, si vous sommez toutes les forces uniquement internes, sur le corps lui-même, la somme des forces vaut 0, et donc l'accélération de son centre de masse vaut 0. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle la quantité de mouvement se conserve. Mais je n'ai pas encore défini la quantité de mouvement, donc je suggère qu'on fasse une pause, si vous voulez. Ah oui. Et qu'on voit ça après.
Je sais même pas si je vais faire... Si, ouais, c'est peut-être bien quand même quand même pas. Mais, Ouais. tout à l'heure, je sais pas trop. Enfin, vous avez dit les lois, elles s'appliquent. Du coup, chaque constituant d'un objet, Ouais. d'un corps, subit des lois et des forces, mais le système en général fait que les forces s'annulent et que du coup, il n'y a pas de mouvement, sauf si une force vient s'appliquer extérieurement. Voilà, pour un système isolé, donc il y a des forces de ces constituants les uns sur les autres, ça peut être solide, ça peut être fluide, peu importe, enfin un système isolé du reste ne subit pas de force extérieure, il y a des forces internes, ce qui fait qu'il peut y avoir un mouvement interne, mais le centre de masse de ce système, c'est-à-dire cette loi-là, elle est totalement universelle. N'importe quel système vérifie que sa masse totale fois l'accélération de son centre de masse est égale à la force, à la somme des forces. La somme des forces, ça inclut la somme des forces intérieures plus la somme des forces extérieures. Quand on dit qu'un corps est isolé, par définition, ça veut dire qu'il n'y a pas de force extérieure. Il est isolé. Par contre, il y a des forces internes. Ces forces internes font que ces constituants en interne, ils peuvent bouger. S'il y a des forces internes qui sont non nulles sur n'importe quel constituant, ce constituant va bouger. D'accord ? Enfin, en tout cas, va voir son mouvement changer. Mais la somme des forces internes, en les prenant toutes, c'est zéro. Et donc, cette résultante des forces qui agit sur le mouvement du centre de masse, elle est toujours nulle, et donc le mouvement du centre de masse est toujours sans accélération. Donc, s'il est au repos, il reste au repos. S'il y a une vitesse, il la garde. Et voilà. Et en fait, du coup, quand même, je le dis, on a vu que m fois l'accélération du point G, donc c'est m fois la dérivée de la vitesse du point G. D'accord ? Et on a vu que par définition, le point G est défini par la masse fois la position du point G, c'est égal, la masse totale, est égale à la somme des MI RI. C'est toujours cette fameuse moyenne pondérée par les masses. Et donc vous voyez que en fait, si vous dérivez ça, c'est-à-dire si vous prenez la variation de ça, donc mdvg sur dt, vous voyez que c'est égal à la somme des MI, drg sur dt, c'est égal à la somme des MI dri sur dt. D'accord ? Si ça est égal à la somme de ça, la variation de ça est égale à la somme des variations de ça, évidemment. Donc là, vous voyez que mvg, c'est la somme sur i des mi vi. D'accord ? Alors, ce qu'on appelle quantité de mouvement d'un corps, c'est sa masse fois sa vitesse. C'est la définition de la quantité de mouvement, en tout cas en physique newtonienne, masse fois vitesse. C'est assez naturel cette définition, ça vous dit vraiment quelle est la quantité de mouvement. Vous avez envie intuitivement que plus il y a de mouvement, plus il y en a, donc c'est la quantité de mouvement. Donc si vous allez 2 fois plus vite, et il y a 2 fois plus de quantité de mouvement, c'est naturel. Mais si vous avez un corps qui est 2 fois plus massif, qui va à une certaine vitesse, c'est 2 fois plus de mouvement que si vous avez un corps de la masse, d'une masse, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la quantité, quand vous avez un corps qui se déplace, la quantité de mouvement, elle est d'autant plus grande que la vitesse est grande et d'autant plus grande que la masse est grande. Il y a plus de mouvement, il y a plus de masse en mouvement, si vous voulez. Donc, cette définition, elle est assez naturelle. Donc, on appelle ça la quantité de mouvement. Par définition, on note en général P. P du corps I, c'est sa masse fois sa vitesse. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce que vous voyez, c'est que la somme de toutes les quantités de mouvement de tous les corps d'un système est égale à la quantité de mouvement de son centre de masse
comme si c'était vraiment un point matériel qui avait une certaine vitesse, puisque ce centre de masse peut se déplacer, et qui avait pour masse la masse totale du système. Donc vraiment, ce centre de masse, il résume tout le système, quoi. Et ce que vous voyez, c'est que la loi générale, c'est que son mouvement est dicté par la loi de Newton intégrée, mais du coup qui est la même que la loi élémentaire, et que si on est dans un système isolé, qu'il n'y a que des forces interne et pas de force extérieure. Du coup, la somme de toutes les forces, c'est 0. Et donc, vous voyez que son accélération, cette quantité de mouvement-là, reste constante. Son accélération est nulle, donc cette quantité de mouvement reste constante. Donc, la somme de toutes les quantités de mouvement de toutes les particules à l'intérieur reste constante. C'est ce qu'on appelle la loi de conservation de la quantité de mouvement. Et donc, c'est un fait général qui est demeuré vrai après la chute de la physique newtonienne, si on veut dire que c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. La quantité de mouvement de n'importe quel système, dans n'importe quelle circonstance, s'il est isolé, donc je prends un système par lui-même, sa quantité de mouvement reste constante. Et ça me permet de gérer des situations comme ça, où je fais s'entrechoquer deux objets. Eh bien, quand je fais ça, je ne m'attendais pas à ça, ok. Quand je fais ça, la quantité de mouvement reste constante. C'est-à-dire, vous avez ce corps-là qui a pas mal de mouvements par là, celui-là qui a un mouvement par là, donc vous pouvez faire la somme des quantités de mouvement, la masse de lui fois sa vitesse, plus la masse de lui fois sa vitesse dans l'autre sens. Eh bien, après le choc, la quantité de mouvement est la même, puisqu'il y a juste eu des forces internes. Donc, lui a exercé une force sur lui, mais lui a exercé une force sur lui égale et opposée, et donc la somme fait 0. Donc, la quantité de mouvement après reste la même. Donc, typiquement, quand vous avez un corps ici, on va dire de grande masse, qui a une certaine vitesse, un corps de plus petite masse qui a une autre vitesse, il se choque, là, ici, à la sortie, il va peut-être avoir rebondi, mais lui, il va être un peu ralenti. Et si vous faites la somme de cette masse fois cette vitesse, plus cette masse fois cette vitesse, c'est la même que cette masse fois cette vitesse, plus cette masse fois cette vitesse. Lors d'une collision comme ça, la quantité de mouvement se conserve. Et ça, c'est extrêmement pratique. Vous pouvez prédire, du coup, ce qui va se passer. Juste sans résoudre les lois du mouvement compliquées au moment du choc, parce que du coup il y a une force énorme pendant un instant très très court, c'est très dur à gérer. Mais vous savez que la quantité de mouvement doit se conserver parce que la quantité de mouvement se conserve quoi qu'il arrive dans toutes les circonstances, quelles que soient les forces mises en jeu, parce qu'à chaque fois qu'il y a une force, il y a la force opposée. C'est vous qui vouliez... Non, c'est vous? Vous aviez une question? Oui, mais... ça n'a peut-être aucun rapport. Dites En gros, je toujours. me demandais, vous parliez des forces internes qui faisaient que la force totale Et nul. était nulle. Ouais. Mais du coup, si on prend une étoile comme le Soleil, Ouais. est-ce que les forces internes sont nulles alors qu'il y a du mouvement, mais du coup, comment se crée l'effondrement sur l'étoile? Une étoile qui s'effondre en vertu de la gravitation, parce que la matière attire la matière, effectivement, elle s'effondre, mais son centre de masse ne bouge pas. Mais comment peut y avoir du mouvement comment elle peut changer d'état alors que c'est Parce que ces constituants, en fait, c'est ça toute la différence entre le constituant et le corps global. Vous avez plein de constituants. Ce corps-là, il est attiré par là, mais du coup, il avance, et le temps qu'il arrive là, du coup, il va s'entrechoquer sur celui-là. Et donc, il peut y avoir des mouvements. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez une bassine d'eau et vous touillez tout ça. Il y a des tourbillons partout, etc. Mais le centre de masse de la bassine, il reste là où il est. Donc, effectivement, dire un système globalement ne bouge pas, quand on dit ça, ça veut dire son centre de masse ne bouge pas. C'est exactement comme là. C'est-à-dire ça bouge, mais en fait, ça bouge, mais le milieu, il reste le milieu, quoi. Et donc, si vous aviez 12 corps là, alors ça devient plus compliqué à calculer, parce que chacun est soumis à la force de toutes les autres. Vous imaginez un système de 12 étoiles. Alors, il y a des systèmes de milliers, de dizaines de milliers d'étoiles, on appelle les amas globulaires. Chaque étoile attire chaque autre.
mais vous en avez plein. Et du coup, alors celle-là attire beaucoup celle-là, parce qu'elle est plus près. Celle-là attire quand même un peu, mais elle est plus loin. Et puis celle-là aussi. Mais alors du coup, elle est en mouvement, mais entre-temps, celle-là a bougé. Donc maintenant, tiens, c'est celle-là qui venait là qui l'attire plus. Enfin, c'est l'enfer à résoudre. Ok, mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le centre de masse de tout ça, il est là et il ne bouge pas. Enfin, dans un certain référentiel, dans un référentiel où il bougeait au début, eh ben, il continue à bouger exactement pareil. C'est juste, il n'y a rien à faire. En fait, est-ce que c'est comme si on comparait un peu les constitutions du Soleil avec son centre de masse à lui, Ouais. à notre système solaire avec le Soleil au milieu? Absolument. Ouais, ouais. Mais notre système solaire est un système, on va dire, isolé. Alors, il est soumis à l'attraction de la galaxie entière, ce qui fait que, en fait, il tourne aussi autour du centre de la galaxie, mais ça met 300 millions d'années, oublions. Donc, le système solaire en lui-même, effectivement, il y a plein de corps qui tournent autour. Alors, ils ne tournent pas autour du Soleil, du coup. Ils tournent autour du centre de masse du système, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas le centre du Soleil, qui est presque à la limite du Soleil, en fait. Oui, c'est ça, le référentiel de Copernic. Ouais, en fait, tous les corps tournent non pas autour du Soleil, mais autour du centre de masse du système. Qui se trouve, comme le Soleil est tellement plus massif que tout le monde, le centre de masse du système solaire, il n'est pas loin d'être le centre du Soleil. Mais en fait, non. Et en particulier, en fait, le corps le plus massif à part le Soleil dans le système solaire, c'est Jupiter. Et donc Jupiter tire le centre de masse un peu hors du Soleil. Pourquoi le Soleil Le Soleil tourne aussi autour de son propre, du centre de masse du système solaire. Ah d'accord. Ah oui. Tout. Ah oui. Donc, c'est juste à un niveau infinité d'image, du coup on ne voit pas. Oui, alors en fait, il faut que je vérifie, mais je crois qu'il est quand même décalé. Je me demande s'il n'est pas à peu près au ras de la surface du Soleil, le centre de masse, enfin, à vérifier. Du coup, le Soleil, il tourne. Ouais. Je pense qu'il est quand même dedans, mais ça ne doit pas être très loin. Enfin, je ne sais plus, il faut regarder. Mais, ouais. Je pense que justement, il est hors, puisque c'est une ellipse, et je pense que le Soleil, c'est question de... Il y a deux centres dans une ellipse, et puis il y a le centre de masse qui se trouve entre quelque chose comme ça. Je pense que Non, alors, oui, alors, pas une histoire de ça si, alors, il y a le Soleil, si on prend le Soleil et la Terre, en fait, donc le mouvement est elliptique autour d'un oui, autour du centre de masse. Et donc vous avez le Soleil qui fait ça, pendant que la Terre fait ça. D'accord ? Et effectivement, si ça c'est le centre de masse, donc beaucoup plus près du Soleil, en fait, sauf erreur, ça doit être même peut-être dans le Soleil ou peut-être juste à l'extérieur, je crois, quand même un peu dedans, enfin peu importe. Je représente juste le centre ici. Donc le Soleil tourne comme ça. Le centre est beaucoup plus près du Soleil, mais voilà, quand le Soleil est là, la Terre est là, puis quand le Soleil est là, la Terre est là, mais à chaque fois, c'est toujours dans le... Donc en fait, le Soleil décrit une ellipse autour de ça comme un foyer de l'ellipse, et la Terre décrit une ellipse autour de ça étant foyer de l'ellipse. C'est pas très bien fait là, mais enfin c'est quasi circulaire, hein, là c'est complètement exagéré, mais oui, effectivement, le mouvement elliptique, le mouvement elliptique a pour foyer le centre de masse du système solaire. Ouais. Pas le centre de masse du Soleil, mais du système solaire. Alors ceci dit, du coup, c'est pas tout à fait elliptique s'il y a plein de corps. C'est elliptique si on considère que deux corps. Comme c'est le Soleil qui domine dans le système solaire quand même, que même Jupiter fait qu'un millième de la masse du Soleil. Donc c'est quand même le Soleil qui est de loin le plus massif. Donc en première approximation, on peut considérer que chaque planète est soumise à l'attraction du Soleil seul, qui constitue un système isolé à eux deux. Mais dès qu'on commence à dire « Ah oui, mais attendez, il y a d'autres planètes qui attirent aussi, tout le monde s'attire en permanence, donc ça perturbe les trajectoires, et donc c'est pas si simple que ça, hein, quand on regarde en détail. Mais si vous avez deux corps, c'est sûr que la trajectoire est elliptique autour
de leur centre de masse, avec leur centre de masse qui est du coup un foyer de chacune des ellipses. Ouais. Mais il y a un truc que je comprends pas dans la force gravitationnelle, c'est qu'il y a quelque chose d'énigmatique dans ce que c'est. Parce que enfin, les autres forces fondamentales, d'accord, c'est les interactions entre atomes, etc. Et Ouais. comme ça. Mais et qu'est-ce qui fait que la masse, qu'est-ce qui donne une propriété à la masse qui fait qu'elle attire quelque chose C'est effectivement très mystérieux. Et Parce que, enfin, ce qui me pose problème, c'est que du coup, si jamais la somme des forces est nulle en fonction d'un système isolé et qu'on choisit arbitrairement les systèmes isolés, si on fait une on ne peut pas choisir arbitrairement un système isolé, encore faut-il qu'il le soit. C'est-à-dire, mais d'accord, ok. Mais si on réduit l'échelle, en fait, je ne sais pas comment dire, mais donc nous, notre système solaire, Ouais. si on dit qu'il est isolé, Ouais, la force globale, elle est égale à 0. ouais, Si on choisit deux étoiles, enfin M1 et M2, leur force elle est égale à 0. ouais, leur force interne, ouais. Si on choisit une étoile et ses composantes, la force interne elle est égale à 0. Les forces internes, oui, toujours, Voilà. oui. Et du coup, si on fait cette réduction à l'infini, Les forces internes sont toujours nulles, oui. les forces internes sont toujours nulles. Enfin, la somme des forces internes est toujours Du nulle. coup, ça veut dire qu'en soi, en fait, la force, ça n'existe pas. Oui, si vous considérez l'univers global, il est isolé par définition, il n'y a rien qui agit sur lui, il n'y a que des forces internes dans l'univers global, et donc sa quantité de mouvement se conserve, son centre de masse reste là où il est, mais quelque part, ça voudrait dire quoi que l'univers se déplace? Si vous prenez tout, comment il peut se déplacer? Enfin, justement, les distances ne sont que relatives, l'univers n'est pas situé, les corps ne sont situés que les uns par rapport aux autres. Donc j'ai l'impression que j'ai pas saisi votre objection. Quand on parle de force interne, c'est pour n'importe quel objet ou c'est par exemple que pour des solides indéformables? Ah non, n'importe quel corps. Oui. Cette loi de Newton est universelle. Alors, dans la formulation moderne de la physique, ça n'a plus de sens de parler d'action réciproque à un instant donné, parce qu'il y a le problème d'instantanéité. Mais ce qui justifie ça dans le cas newtonien, finalement, la situation est inversée. Ce qu'on comprend aujourd'hui, enfin de la manière dont on comprend beaucoup plus profondément la physique aujourd'hui, c'est que ce qui est fondamental, c'est la conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé. Et donc on a vu dans le formalisme newtonien que la conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas d'accélération du point G s'il n'y a pas de force externe pour un système isolé, c'est équivalent à la troisième loi de Newton, à action-réaction. En fait, aujourd'hui, je vais faire un commentaire tout de suite sur pourquoi ça ne tient plus. Aujourd'hui, on comprend la conservation de la quantité de mouvement comme une conséquence de l'homogénéité de l'espace. C'est le théorème de Noether Noether, on note généralement OE, c'est un O umlaut, qui dit qu'à toute propriété de symétrie est associée une quantité qui se conserve, et la symétrie par translation dans l'espace, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'homogénéité de l'espace, c'est-à-dire que si je fais une expérience ici, ou si je la fais là, si rien ne change, enfin si tout ce qui influe sur le résultat de l'expérience, je le translate, ben je vais avoir le même résultat d'expérience. Parce que ce lieu-là n'est pas spécifique. C'est le même ici ou là, c'est pareil, justement, parce que les lieux n'existent pas, il n'y a que des positions relatives. Donc si je garde les mêmes positions relatives, j'ai la même. Donc c'est une symétrie. Si je me déplace, il se passe la même chose. Donc c'est une symétrie par translation dans l'espace. Cette symétrie implique la conservation de la quantité de mouvement. D'où découle dans un cas newtonien le fait que l'action est égale à la réaction, parce que voilà. Je reviendrai sur le théorème de Noether qui est absolument central.
mais conceptuellement, mais donc, je ne suis pas sûr d'avoir... Ouais, vous, allez-y. Ouais. Parce que finalement, les forces fondamentales, elles existent hors de tout référentiel. C'est-à-dire que c'est par rapport aux atomes que ça se... C'est toujours des interactions, C'est effectivement. des interactions. Et du coup, on va dire que par rapport au référentiel, ça ne change pas forcément. Alors que La force de gravitation non plus. c'est ça que je comprends pas. Vous avez une masse, M1, vous avez une masse M2, elle s'attire. C'est la loi de gravitation de Newton. Mais c'est quoi cette propriété C'est incroyable cette propriété. Et effectivement, ce qui est troublant là-dedans, et on se dit ça n'a pas de sens, comment cette masse peut savoir qu'il y a l'autre masse là-bas, par exemple? Ça veut dire quoi d'ailleurs? Enfin, savoir, mais n'empêche que s'il y a cette influence, elle sort d'où? Et il y a un côté magique. Et ce côté magique, et gloire à Newton, ça le troublait énormément. Lui qui a trouvé la loi de gravitation universelle, qui explique tous les mouvements des planètes, qui est absolument fondamental, lui a dit, mais c'est pas possible en fait, ça n'a pas de sens. Une action à distance, qu'est-ce que ça veut dire? Une action en contact, ok, une action à distance, mais ça veut rien dire. Comment ça peut... cette gêne que vous avez, elle est extrêmement saine, et il est extrêmement sain que Newton l'ait eu, et effectivement, ça n'a pas de sens. Et en fait, on comprend ça maintenant, on comprend ça avec la relativité générale, mais déjà, il y a une relecture de cette force-là, de cette loi-là, qui ouvre la porte à comprendre ce problème de l'action à distance, et la résolution de ce problème, c'est l'introduction de la notion, c'est l'introduction du champ. Et donc je propose qu'on fasse quand même, à moins qu'on continue, mais on fait une pause quand même? Ouais, une petite pause hein, quand même, ce sera bien. Allez, pause et on parle de ce problème. Mais c'est très bien que vous notiez c'est un problème fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? J'attire un truc qui est loin. Et effectivement, ça n'a pas de sens. Mais on a résolu le problème. C'est ça que je voulais dire par frottement et référentiel, mais j'arrive pas. Non, mais c'est ça. Ok, allez, à tout de suite.